Alors vous êtes, avec André Ricot, l'artisan de ce musée, musée de Cantoin, qui est devenu capitale mondiale de la cornemuse, de par le nombre d'instruments qui nous viennent des quatre coins du globe. Alors qu'est-ce qui a prévalu dans le cerveau d'André Raynal pour que cette maison de la Cabrette, qui existait déjà, abrite maintenant le musée le plus grand du monde en matière de cornemuse? Ah, qu'est-ce qui a prévalu? Dès le départ des rencontres qui sont une part de hasard. Et puis le hasard amène quelquefois des réalisations. Il y a eu la première partie avec les cornemuses, les cabrettes d'Auvergne, la musique, notre musique à nous, notre patrimoine culturel auvergnat. Et puis les choses s'accélérant avec des rencontres supplémentaires, des gens qui s'intéressaient à notre projet, et l'idée est venue d'aller jusqu'à rechercher toutes les cornemuses du monde et de les recentrer à l'ajout du musée de la Cabrette. Donc aujourd'hui, voilà, aujourd'hui on est à la fin du parcours, toutes les cornemuses du monde sont en place. On inaugure, après bien des péripéties, puisqu'il y a eu le Covid, il y a eu des bouleversements au niveau réglementaire, par exemple, de savoir qui décide de quoi avec les nouvelles communautés de communes. Ça n'a pas été simple, mais on est arrivé au bout du chemin. Et aujourd'hui, on inaugure, avec un grand plaisir, ce bâtiment avec son contenu, qui est, d'après ce que j'entends par les visiteurs, et là est un émerveillement. Voilà, un émerveillement dans les visites qui sont faites. Alors, il y avait quand même un berceau musical à Cantoin. Oui, au départ, ici, il y a eu une réflexion sur cette présence de nombreux joueurs et de nombreux facteurs. Et puis, il y a eu ce fameux bal du lundi soir qui a été mis en place par des gens de la commune, des gens de Cantoin, qui, à partir du moment où on a eu une salle des fêtes, ont décidé de faire un bal tous les lundis soirs de l'année, et ça fait 40 ans que ça dure. Donc, si vous voulez, à un moment donné, on se dit, il y a un engouement, il y a une résistance à garder cette culture, et il y a peut-être à réfléchir, à la développer et à la faire vivre d'une autre façon. Alors, comment s'est passée votre rencontre avec André Ricot? Oh, mais ça s'est passé au cours d'un repas, justement, un repas de cette association qui fait les balles du lundi soir. Tous les ans, ils font un repas d'amitié. Et puis, il y a un président d'honneur qui était M. Ricros, qui était assis à côté de moi et qui m'a raconté son histoire de sa collection qui était importante et qu'il cherchait un endroit pour l'exposer. En réalité, on sentait qu'il avait une envie que sa collection finisse dans un musée. Et il m'a raconté aussi qu'il avait essayé avec d'autres endroits, d'autres communes, où ça n'avait pas abouti. Et donc j'ai demandé simplement, j'ai dit, attendez, votre collection, je ne vous connais pas en réalité, et votre collection, je ne la connais pas, est-ce que je pourrais l'avoir? Mais je veux l'avoir en totalité, c'est-à-dire savoir s'il y a une importance à déclencher une mise en collection publique, quoi. Et eh bien, il a loué la salle des fêtes de Riom, dans le Puy-de-Dôme. Il a tout exposé, il y en avait plein la salle. Et en descendant par l'autoroute, je me suis dit, il y a quelque chose à faire. Voilà. Et c'est parti comme ça. Oui, c'était un déclic révélateur, voilà, qui a permis, bien sûr, d'ouvrir ce magnifique musée. Et aujourd'hui, ce musée a un avenir. Il a un avenir de promotion culturelle des musiques du Massif central, et en particulier, bien sûr, des musiques aveyronaises, puisque chaque terroir a un peu ses spécialités musicales. Hein. Dans la Lyon, on utilise surtout, avec la bielle, etc. Et surtout ses joueurs, hein, il y a eu quand même des célébrités dans le secteur. Oui, alors quelles ont été justement les célébrités Les célébrités, on en a une sur la place à Cantoin, il s'appelait Jean Viols. Ils ont été les pères de la... Vous avez des célébrités qui ont fait tous les mariages
du Nord-Aveyron, c'est-à-dire Jean Ponce. J'en pense. Et quelques autres comme ça. Hein. Oui, dont on voit fleurir les statues un Voilà, peu de l'Anna Spinal. Voilà, voilà. Tout à fait. Alors aujourd'hui, le travail historique, le travail culturel a été fait. Est-ce qu'il y a encore des barrages, justement? Est-ce qu'il y a encore des obstacles à franchir pour que ce musée soit vu et su de tout le monde? Oui, les obstacles, le premier des obstacles, c'est, vous savez, cette espèce de pensée ambiante, c'est qu'en pleine campagne, au fin fond du monde, il ne peut y avoir que des musées de bagatelles, j'allais dire. Hein. Il y a plein de petits musées en campagne. Bon, mais ils partent sur un sujet, mais ça ne peut pas aller plus loin. Et les gens n'imaginent pas qu'ici, on a développé quelque chose qui sort du commun. Hein, voilà. Et pour imprimer dans la tête des gens que c'est un musée de stature nationale, c'est pas simple. C'est pas simple. Alors évidemment, il y a des résistances ou plutôt des incompréhensions par quelquefois les élus locaux, par quelquefois la presse, par quelquefois, même ça va même jusqu'aux offices de tourisme qui ne se rendent vraiment pas compte de l'attrait que pourrait avoir ce musée. Donc mais les choses sont en train d'évoluer, sont en train de se mettre à la bonne hauteur de l'existence de ce musée. Oui, il faut là, bien sûr, un apport d'information qui est très important pour promouvoir ce musée, maintenant que le musée, lui, s'est engagé et a réussi son pari de promouvoir la musique ancestrale. Eh bien, monsieur le maire, bravo pour cette action. On va parler quand même d'un homme qu'on ne verra pas aujourd'hui et qui a participé, je dirais, à la naissance du musée, qui est Jean-Dominique Lajoux, qui malheureusement est aujourd'hui, il a 91 ans, il est un peu gardien de son épouse qui est malade, donc il n'a pu venir à cette inauguration, et il a fait quand même un travail, je dirais, d'information important. Ah oui, c'est colossal ce qu'il a fait. Et on s'en rend compte aujourd'hui, parce qu'à l'époque, quand il a été désigné, envoyé pour filmer une province en France, pour filmer cette vie paysanne qui, selon les ministres de l'époque, savait très bien que le monde changeait, que la mécanisation arrivait, que de nouvelles méthodes de travail arrivaient, savait très bien que cette vie vivrière allait disparaître. Que donc Jean-Dominique Lajoux a été nommé pour faire cette recherche et surtout fixer sur la pellicule cette vie. Il a choisi l'Aubrac. Alors quand je lui demande pourquoi il a choisi l'Aubrac, il a dit c'est complètement par hasard, parce que moi je suis franc-comtois. Et puis bon, il s'est trouvé que des amitiés se sont liées sur l'Aubrac, et j'y ai passé pratiquement 10 ans. Donc il a fait une trentaine d'heures de films sur la vie paysanne de tous les jours, de tous les habitants de l'Aubrac. Il s'est créé des amitiés, et il vient assez régulièrement. Et c'est d'ailleurs comme ça que je l'ai rencontré, ou on me l'a fait rencontrer, puisque il se posait la question de sauver justement ces films. Dans les années 60, les films, c'était des bandes à l'image et des bandes de son qui étaient séparées. Et c'était du matériel d'époque qui n'était pas susceptible de durer, de rester dans la durée. Et donc il m'a dit, il faudrait les numériser, mais ça coûte très cher et c'est un vrai problème. Voilà. Moi j'ai posé la question, si la commune par exemple, si un individu qui aurait des moyens le numériserait, qu'est-ce que vous feriez? Il m'a dit, si tu le fais, je te le donne. Voilà. Et à partir de là, il a pris sa plume et il nous a donné le registre de tout ce qu'il avait. J'ai contacté une boîte parisienne pour la numérisation. Dans un premier temps, on m'a annoncé un chiffre très important, parce qu'il y en avait quand même une trentaine d'heures. Le temps a passé, j'ai hésité 6 mois, 1 an, puis au bout d'1 an, j'ai re-questionné la boîte parisienne qui fait ça, qui était susceptible de faire ça correctement. Et bien elle m'a divisé le prix par 2. Et donc là, on est parti sur la numérisation et le sauvetage, et donc la mise en place dans le musée à Vigne, avec le reste des collections du patrimoine auvergnat. Oui, en plus, ça rentre parfaitement dans le cadre
de ce magnifique village classé de Vine, qui, avec Cantoin bien sûr, a des aménagements, les burons, l'entretien des burons de Cantoin qui a été fait de façon, je dirais, remarquable dans les règles de l'art. Et quand on sait que ça a été fait avec, non pas comme aujourd'hui notre ami Robert Bertuis, avec une caméra qu'il met dans sa poche, ça a été fait avec des caméras très lourdes, avec des batteries de 100 kg, où il est monté dans la montagne faire ses films. Donc je pense aujourd'hui qu'on peut avoir une pensée pour Jean-Dominique Lajoux, qui a activement participé à la promotion de la vie de ce petit coin de l'Aveyron, classé hein, au patrimoine, et qui bien sûr va aujourd'hui développer la promotion du patrimoine musical du Massif central. C'est très important pour les générations qui montent de savoir d'où on vient, comment vivaient nos parents et nos grands-parents et nos ancêtres. Parce que les nouvelles générations ne sont pas instruites dans le savoir comment vivaient nos parents. Quelle était leur façon de vie et quelle était leur façon de tous les matins. Vous savez, à l'époque, on n'allait pas au supermarché. Tous les matins, il fallait savoir ce qu'on allait manger. Donc, il fallait se le produire. Et il y avait beaucoup de choses comme ça. Les dames, les épouses d'agriculteurs, par exemple, eh bien, elles ne cherchaient pas du boulot à la ville. Hein. Elles savaient qu'elles avaient un boulot énorme à la maison, pour tenir la maison, pour produire, mettre en place tout ce qui était nécessaire à la vie de tous les jours. C'était la tuerie du cochon, c'était quelque chose. Et ainsi de suite. Le pain, c'était les dames qui le faisaient à la maison. Donc aujourd'hui, quand les jeunes voient ça, ils s'interrogent. Ils s'interrogent de savoir, ah, sauf que avant c'était comme ça, quoi. Et ils ne s'en doutent pas, franchement, d'entrer comme ça. Hein. Alors, ce message à la jeunesse est le bienvenu à une époque où aujourd'hui cette jeunesse a besoin, et même, je dirais, notre génération a besoin d'un nouveau rattachement aux racines. Et le travail que vous avez effectué avec André Ricot et Jean-Louis Caveyrol, et bien sûr Jean-Dominique Lajoux, va tout à fait dans le sens de cette historique qu'il faut rappeler à la jeunesse de France. Et on peut, rien que pour cette action, saluer le travail que vous avez mené en tant que, bien sûr, ancien maire honoraire maintenant de Cantoin et promoteur de ce magnifique musée de Cantoin qui est devenu la capitale mondiale de la cornemuse. Voilà. Monsieur André Raynal, merci et bon vent pour le devenir de ce musée. Voilà.